On va se rendre compte au travers de ces trois expériences, alors peut-être pour des conseils de développement un peu plus avancés, bien que nous sommes en capacité finalement d'être des véritables animateurs du débat territorial pour mettre les gens un petit peu en coopération sur ces grands enjeux, que nous sommes finalement culturellement assez familiers des approches. Alors, on parlait de l'approche systémique, mais pourquoi pas d'approche holistique, où tout est interdépendant et interagit entre soi, que nous avons l'habitude avec les élus notamment de travailler sur l'idée de diagnostic partagé, donc c'est plutôt un bon départ pour éviter les blocages, et que finalement, on est en capacité aussi de laisser la place aux imaginaires, parce que quelque part, on doute de rien, et puis on sait inventer des choses, et que beaucoup d'entre nous sont liés au monde universitaire, ce qui permet d'avoir cette approche matricielle entre l'expertise citoyenne, l'expertise d'usage et l'expertise scientifique. Donc pour le coup, si on continue sur ce chemin-là, on peut devenir vraiment des acteurs incontournables de cette réflexion sur les résiliences des territoires et sur ce que j'appelle des fois un peu pompeusement la réécriture d'un nouveau contrat écologique et social. Voilà. Alors la première question que je voulais poser, qui est un petit peu rêche comme ça, mais c'est de demander en commençant par Christine à Saint-Nazaire, après Rudy au balcon des Dauphinés, Christophe et Daniel dans le Cognacet, qui nous racontent dans quel cadre et à quel moment leur conseil de développement est intervenu dans ce document de planification. Est-ce que c'était des réponses à saisine? Est-ce que c'était une autosaisine? Est-ce que vous avez mis le pied dans la porte? Et surtout, savoir si vous êtes intervenu avant, pendant ou après la phase de consultation, ce qui dénote tout de suite un niveau de maturité, on va dire, de la démocratie participative du territoire. Christine. Bonjour à tous. L'action de la Carène s'est tenue sur le premier semestre 2019. Elle a fait suite en fait à une préconisation qui venait d'une saisine précédente. La saisine précédente, c'était de travailler sur le comment agir sur notre territoire dans le cadre du plan climat. Et une des préconisations, c'était justement, pour rejoindre ce qu'a dit Madame Lègle, c'est qu'il manquait, il y avait besoin de donner à voir et d'informer les citoyens acteurs et les citoyens non acteurs, les faire se rencontrer. Donc nous, on était, pardon, j'ai cru qu'il y avait du bruit. Donc nous, en fait, on n'a pas eu de phase, si vous voulez, de consultation comme vous l'entendez, quoi. C'était vraiment une action menée sur 6 mois de rencontre entre les citoyens agissants et des citoyens curieux. D'accord, merci. On verra après sur la méthode et le résultat. Rudy, au balcon du Dauphiné, ça s'est passé comment? L'oreillette, ça fonctionne apparemment mieux comme ça. Vous m'entendez? Oui. Alors, sur les balcons du Dauphiné, en fait, on avait des membres du conseil de développement qui siégeaient, entre guillemets, sur le comité de pilotage et le comité de technique du plan climat. Et à un moment donné, on a senti, les personnes qui étaient présentes ont senti qu'une consultation pouvait être faite vers les citoyens. Donc ça s'est vraiment passé en interne. On a un petit peu poussé les élus pour qu'on puisse mettre en place une consultation auprès des citoyens. Voilà comment ça s'est passé. D'accord, merci. Donc l'idée, c'était en gros de travailler sur une stratégie d'adhésion en comment faisant participer le maximum de citoyens. Donc le conseil de développement était aller chercher les citoyens qu'on va qualifier de lambda, entre guillemets, c'est ça? On n'avait pas trop d'idées précises. Tout ce qu'on voulait, c'était véritablement faire sortir les travaux entre les élus et faire véritablement une fenêtre de tir pour que les citoyens puissent véritablement intervenir dans le processus global du plan climat. Donc ça, c'était véritablement notre volonté. Et puis derrière, après, on a un petit peu on n'a pas brodé, mais on a inventé sur le tas, on a avancé sur le tas. Et ça s'est passé par des réunions de concertation. Vive la sérendipité, alors. Bon, Daniel et Christophe, ça s'est passé comment sur le Cognacet?
Alors bonjour à tous. Ça s'est passé comment? Nous, on a été impliqués depuis le début, je dirais, puisqu'on a eu, pour commencer, une présentation du réchauffement climatique, je dirais un peu version réchauffement climatique pour les nuls. Donc, ça a déjà permis d'éclairer un peu les choses pour des gens qui étaient un peu au courant des choses. Bah, c'était pas forcément super satisfaisant. Il y a eu derrière toute une phase de diagnostic, mais qui a été faite par la collectivité uniquement. On s'est permis de dire à la collectivité que bah, quand on cherchait à faire comprendre un problème aux gens, ça pouvait être intéressant de leur permettre de creuser la question et donc de faire partie du diagnostic. Pour les collectivités qui feront un diagnostic, je pense que c'est un moment crucial pour y impliquer les citoyens. C'est pas une chance qu'on a eue, mais on en a aussi tiré des conclusions. Après, on a été impliqué dans toute une phase d'atelier, de construction. Là, c'était beaucoup plus participatif. Et est arrivé, entre début mai et début juin, la proposition de faire la consultation publique. Donc, début mai, début juin, tout le monde se remet. On est juste à la fin du confinement. On a 4 semaines pour faire une consultation publique auprès de la population sur un territoire, sur la question de la décennie. Donc, on s'est dit que c'était difficile que les choses se passent ainsi et on a envoyé un courrier donc à Grand Cognac en disant qu'on s'étonnait sur le moment, sur la durée et sur les moyens qui étaient proposés. Un courrier suffisamment positif et je crois bien tourné pour que la collectivité décide qu'on parte vers un autre type de consultation publique et qu'on ne soit pas sur un mois, mais qu'on soit sur 3 mois de consultation. Et on a résumé ça sous la vocable offrir un été pour le climat. On était tous, on sortait de confinement, on ne savait pas si on pouvait aller très loin, donc c'était le moment propice pour qu'on s'intéresse au territoire, puisque le conseil de développement, le PCAET, c'est aussi de savoir comment le territoire va s'adapter au réchauffement climatique imposé. Justement, Christophe, j'enchaîne sur la seconde question, parce que tu commences à rentrer dans des aspects méthodologiques. Vous avez un petit peu tordu le bras à la méthode, tant mieux. La deuxième question, c'est justement, quelles sont les démarches que vous avez initiées avec votre conseil de développement? Est-ce que vous étiez fixé des objectifs ou alors est-ce que vous êtes allé un petit peu à l'arrache comme ça, en y allant pas par pas? Et quelles sont les méthodes, les outils que vous avez utilisés pour être les plus pertinents, ou j'ai envie de dire les plus impertinents possibles? Bah, on avait préparé une présentation pour être super pertinent vis-à-vis de vous, donc je ne sais pas si on pourra la dérouler à un moment ou à un autre, puisque c'est un peu ces outils-là qu'on a essayé d'utiliser. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à profiter du confinement pour être capable de développer des outils différents. Et pour aller un peu de manière un peu rapide, la consultation publique s'est ouverte avec le dépôt sur le site de Grand Cognac de 4 documents PDF qui faisaient une somme de 300 pages avec des tableaux, des graphes dans tous les sens, et l'invitation qui était faite à la population de renvoyer un mail pour dire ce que chacun ou chacune pensait de ces documents. On a essayé de faire les choses vraiment différemment. Sur les 4 documents, il y en avait un qui était un plan d'action à peu près concret en 42 fiches. Et donc, on a transformé ça en questionnaire et on a invité toutes les personnes qu'on connaissait, les associations qui étaient justement spécialistes de thématiques, sur la mobilité avec une association qui s'appelle Vélo de Vie, sur l'agriculture avec des associations qui peuvent s'appeler Terre de Liens ou Régalade ou qui travaillent sur l'alimentaire ou autre. Et ça a été notre méthode d'essayer d'être l'étincelle pour qu'il y ait une vraie action citoyenne qui se déroule sur le territoire, mais en participant avec des outils modernes. Et pour appuyer toute cette chose, pour ne pas rester sur des documents bruts, on a aussi organisé, un peu comme aujourd'hui, des visioconférences thématiques, en commençant par une présentation de la région, de ce que la région fait dans le cadre des transitions énergétiques et climatiques, puisqu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a pas mal de choses qui se passent. Et puis ensuite, on a fait des conférences thématiques sur les différentes fiches actions en ayant des partenaires comme le CAUE, le CRER, l'AREC ou d'autres instances que vous connaissez sûrement. Et l'idée, c'était de montrer comment remplir le questionnaire, de mettre la collectivité en discussion directe avec les citoyens à qui on avait envie de demander de commenter les fiches actions. C'est intéressant ce que tu dis, Christophe, parce que finalement, ça répond un petit peu en partie à la faiblesse qu'identifiait Madame Lègue tout à l'heure. C'est-à-dire que
les gens de l'écosystème ne sont pas liés. Et on voit bien que l'action de votre conseil de développement a permis de réussir ça et finalement peut-être de monter en gamme et en qualité, quoi. Voilà. Christine, à Saint-Nazaire, de votre côté, comment ça s'est passé? Quelles sont les démarches que vous avez initiées? Est-ce que vous avez des objectifs clairs au début de l'action? Quelles sont les méthodes, les outils que vous avez mis en place? Alors, notre objectif, comme j'ai dit, c'était de faire se rencontrer les habitants agissants, les associations agissantes et des habitants lambda qui pouvaient être membres du conseil de développement ou pas. Donc, nous, on a identifié 6 thèmes principaux qui sont assez classiques: l'énergie, l'habitat, l'agriculture, les déchets, l'alimentation et la mobilité. On a recherché des acteurs locaux agissant sur notre territoire. On a également, pour chaque rencontre autour d'un thème, on a essayé de trouver des formats moins conventionnels que la conférence ou donc des formats qui pouvaient être par exemple, on avait du ciné-débat qui est assez usuel, mais on a eu un café rencontre, on a eu des visites sur place. Donc, pour l'énergie, par exemple, on a eu des associations locales qui s'occupent de mettre du photovoltaïque sur des locaux, sur des gymnases ou des choses comme ça. On est allé également chez 3 habitants, des particuliers, pour visiter des maisons différentes, comme des tiny house ou des Earthship ou des maisons passives. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. On a également été dans un jardin où une personne développe la biodiversité et réintroduit des races qui étaient sur le point de disparaître dans notre région, une race de moutons notamment. On a eu toutes sortes de choses comme ça et des ciné-débats, par exemple, avec des épiceries participatives, une épicerie participative et une épicerie associative. Donc, l'objectif, c'était de se faire rencontrer tous ces gens-là. Et au final, on a eu 268 participants en tout et 86 membres du conseil de développement, 145 citoyens lambda, ce qui était nouveau pour nous puisqu'on travaillait beaucoup avec les gens du conseil de développement, mais on a ouvert aux citoyens. On a eu des élus également et des membres de conseils de développement voisins. Et en tout, on a eu 19 intervenants citoyens ou associatifs qui sont venus animer toutes ces rencontres-là. Ce qui ressort de toutes vos méthodologies, c'est que le départ de l'action, c'est l'acculturation, savoir de quoi on parle et d'où on parle, et finalement permettre aux gens de se connaître, parce qu'on se rend compte, encore une fois, comme disait Madame Lay, que les gens ne sont pas liés et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe qui sont les acteurs, comment possible ou impossible de chaque territoire. Avant de passer la parole à Rudy, je crois qu'il y a une question, Alexandra, pour Christophe et Daniel. Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment pour Grand Cognac, mais j'imagine, vu la question, est-ce que l'espace citoyen du CDT, donc je pense que c'est le Conseil de développement de Cognac, si je ne me trompe pas, a été créé lors de la restitution du travail du groupe citoyen du PCAET, sinon quand? Effectivement, on n'a pas précisé quand les conseils de développement ont été créés dans chaque territoire. Non, le Conseil de développement de Grand Cognac existe depuis un moment, mais quand on a débattu du nom qu'on devait se donner, on a dit qu'on ne faisait pas de conseil et qu'on ne fait pas de développement. Donc, on a essayé de se choisir un autre nom qui est Espace Citoyen, en essayant d'être des agitateurs de citoyenneté. Mais ça n'a pas été à l'occasion du PCAET. C'est un nom qu'on s'est donné à partir du moment où on a essayé d'avoir une autre image. Oui, ce qui prouve bien que les conseils de développement ne sont pas des lieux fermés, gentrifiés, et notabilisés, mais bien des lieux très ouverts sur tous les acteurs du territoire. Rudy, pareil, même punition, les démarches que vous avez initiées, les objectifs étaient-ils clairs? Je crois que non, mais tant mieux. Et quelle méthode avez-vous utilisée? Alors, au niveau de la méthodologie, on a fait vraiment, pour le coup, on a fait au plus simple. En gros, on avait réussi, entre guillemets, on avait demandé à ce que le processus du plan climat du PCAET nous laisse une fenêtre de tir. Donc, on avait demandé à ce que le processus soit écarté, entre guillemets, de 1 mois, dans lequel on puisse insérer des réunions de consultation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Globalement, ces réunions de consultation, on a fait comme c'est venu.
Et on a tout simplement demandé aux personnes qui venaient savoir s'ils pouvaient mettre en place, s'ils pouvaient proposer des idées d'action concrètes pour pouvoir décliner le plan climat sur le territoire. Donc voilà, ça a été vraiment sur des réunions publiques toutes simples. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que pendant les mois précédents, eh bien, du coup, il a fallu d'un côté, au niveau des élus, en parler, amener petit à petit la chose. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais c'était sur une intercommunalité qui était très jeune à l'époque, issue d'une fusion, et puis avec des élus qui, au niveau de la consultation, étaient plutôt, entre guillemets, comme je le disais, étaient vraiment prudents. C'est-à-dire qu'ils étaient partants sans être partants. Donc, une intercommunalité très jeune et sur laquelle, en fait, on a pu, d'un côté, les élus leur proposer cet exercice de style, et de l'autre, également en interne, dans le conseil de développement, eh bien, il fallait que les membres soient partants à se tourner vers l'extérieur, comme tu le disais, Dominique, c'est-à-dire soient partants pour mettre les chaises, accueillir du monde et commencer la récolte et commencer le glanage des informations. Alors, oui, sur la méthodologie, on a été plutôt basique, simple, même des fois un petit peu trop, mais bon, ça, on va apprendre en marchant. Mais par contre, c'était véritablement un exercice de style pour les élus et également pour les membres du conseil de développement, dans l'idée qu'ils n'étaient pas là simplement assis autour d'une table pour siéger et donner leur avis, mais véritablement faire ce lien entre… Alors, tout à l'heure, Mme Lègle parlait des acteurs. Nous, c'est vrai qu'on s'est tourné plutôt dans cet exercice de style vers les citoyens. Mais voilà, c'était à double tranchant, d'un côté pour les élus, d'autre côté pour les membres du conseil de développement. Et puis, ça s'est vraiment passé très simplement, des réunions publiques où on a accueilli les personnes. On a fait une introduction en présentant le diagnostic très rapidement, plus la stratégie qui avait été adoptée par les élus. On a bien différencié les choses en disant ça, c'est une décision portée par les élus. On n'est pas là pour justifier les décisions portées par les élus, mais on est véritablement ici pour récolter vos informations, vos idées et les intégrer après vers les élus. Ça, c'est quelque chose qui avait été négocié avec les élus, c'est que, on y reviendra tout à l'heure, mais que le travail de la consultation serve à quelque chose dans le process global. On ne voulait absolument pas que ça soit simplement un épée dans l'eau et puis de dire bon ben voilà, on l'a fait, merci, ciao, bonsoir. Donc voilà, sur la méthodologie, je pense que j'ai à peu près tout balayé, mais s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Parce que ça paraît clair pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde. Non, mais justement, on va aller plus loin, puis je vais te laisser la parole. Continuer. C'est la troisième question, c'est un peu le nœud de l'affaire. C'est en gros, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment vous avez restitué votre travail, d'une part. Et alors surtout, le point le plus important, et je pense que c'est là où le bas blesse, parce que encore une fois, on pourrait écrire les plus beaux PCAET du monde s'il n'y a pas de stratégie d'adhésion derrière, notamment du citoyen lambda. Et encore une fois, on aime la lambdatitude, hein, il faut la réenchanter, ça ne marchera pas. Donc du coup, je voudrais savoir comment votre travail a été reçu par les élus et comment il a été pris en compte. Rudy. Alors, on a fait, là encore, on est resté sur du basique, du très simple. On a fait deux restitutions. Une brute, en listant les unes derrière les autres toutes les actions qui avaient été, toutes les idées d'action qui avaient été portées par les citoyens. Donc vraiment un tableau Excel bête et méchant. Et puis on en a fait une synthèse. On a travaillé dessus en regroupant, en analysant, on a un petit peu travaillé sur le sujet, et puis on en a fait un document, je crois de mémoire, rangé par thématique. Hein. Il y a des thématiques qui sont abordées dans le plan climat, dans le PCAET. On les a regroupées par thématique, et on en a fait un document de synthèse. Ce document de synthèse, on a demandé à ce qu'il soit, enfin on a demandé, assez naturellement, il a été déposé sur les tables, physiquement, puisque les élus, après nous, finalement, se retrouvaient entre eux pour mettre en œuvre des actions très concrètes. Et donc, on a demandé à ce que notre document, finalement, serve de bagage, de données d'entrée aux réunions dans lesquelles les élus allaient travailler ensemble. Donc, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qui a été fait. Et puis également, les membres du Conseil de développement, nous, on a été présents autour de la table. Et ce qu'on a constaté, et qui nous faisait plutôt plaisir, c'est que ce document-là, finalement, a servi, je réutilise le terme très basiquement, mais a servi d'entrée en matière.
ça a servi de brise-glace et, comme je le disais, de cacahuètes à l'apéro pour pouvoir commencer à discuter les uns les autres. Il fallait que je la place, hein, le coup de la cacahuète. Et, et donc voilà, donc les élus ont commencé à discuter, ça a servi de brise-glace, ont lu la synthèse à voix haute en disant il y a quelqu'un qui a émis cette idée. Alors, soit ça ricanait, soit ça ricanait pas, soit ça a discuté dessus. Enfin, ricanait gentiment, parce que des fois, on peut avoir des choses curieuses. Et donc, du coup, ça a servi de brise-glace. Voilà comment est-ce qu'on a refait remonter les informations vers les élus. Le besoin de briser la glace, je pense que c'est une constante. Christine à Saint-Nazaire, alors toujours même question. Restitution de votre travail, ça s'est passé comment? Comment ça a été perçu et surtout pris en compte? Alors, au niveau du format, nous, on a choisi d'établir un petit document assez simple qui relatait un petit peu la démarche. Ce document a été présenté aux élus lors de la Biennale de la transition écologique, où on a organisé ce qu'on a appelé le Salon des transitions. Il a été également distribué aux citoyens et à cette occasion également, on en a profité pour récolter la parole du citoyen. Il se trouve que nous, c'était plus des rencontres. Il n'y avait pas forcément, comme dans les autres conseils, les expériences que vous venez de détailler, il n'y avait pas forcément des préconisations, c'était plutôt l'aspect rendre visible les initiatives sur le territoire. Donc, il n'y a pas eu d'intégration de ça de façon concrète par les élus, si vous voulez. Ils ont pris acte et puis… D'accord, il n'y a pas eu une recherche de mise en cohérence, de créer des liens pour faire écosystème sur le sujet? À ma connaissance, il n'y a pas eu de retour, mais je ne sais pas, peut-être je me trompe. D'accord. Toutes ces publications dont vous a parlé Christine et Rudy seront disponibles, me signale Alexandra. Christophe, donc, le Grand Cognac, alors donc toujours pareil, comment avez-vous restitué tout ce travail de fond? Comment a-t-il été, encore une fois, reçu et surtout perçu et pris en compte par les élus? Si c'est possible, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée qui, moi, me semble vraiment importante, j'aimerais bien que Dany évoque tout ce qu'on a pu faire auprès de la jeunesse et tout ce qu'on a pu faire en utilisant des outils ludiques tels que la fresque du climat et compagnie. Ça me semble vraiment important avant d'en arriver à la conclusion. D'accord, c'est un peu méthodologique que j'ai raté, peut-être. C'était la question 2. Mais allons. N'ont pas été bons sur la première présentation, on a focalisé sur autre chose que ça. D'accord. Ali, oui, parce que c'est super intéressant en plus ce que vous avez fait. Oui, effectivement. Daniel. On n'a pas du tout parlé du travail qui avait été fait en amont de la consultation publique, puisque dès le mois de septembre 2019, alors que le PCAET, vous m'entendez? Alors que le PCAET a été présenté début 2020, mais le Conseil de développement s'était préparé depuis la mi-2019 à trouver des outils qui seraient à la fois intéressants et ludiques pour essayer d'attirer un plus grand nombre de publics à découvrir le PCAET tel qu'il était en construction. Et donc, pour les outils qu'on n'a pas signalés tout à l'heure, donc on a choisi d'utiliser la fresque du climat à destination d'un public relativement large parce qu'on a bénéficié d'un partenariat avec le théâtre de l'Avant-Scène à Cognac qui nous a permis de participer à un événement sur la ville de Cognac qui s'appelle Fête la Transition. Et donc, cet événement, la fresque du climat, qui a été suivi par 120 personnes, dont des élus, des membres d'associations, des jeunes, etc., un public assez varié, a déjà sensibilisé un nombre relativement important de personnes qui avaient envie de continuer dans l'action. Un autre outil qui a été utilisé aussi, c'est une simulation de la conférence des parties en septembre 2020, les COP, voilà, et à destination plus particulièrement des jeunes et des enseignants,
parce que dans un des lycées, à l'initiative des co-délégués, de 2 éco-délégués, Victor et Suzon du lycée Jean Monnet de Cognac, un projet est né de faire réaliser une simulation des parties à l'intérieur du lycée en y mêlant différents enseignants. Et donc, cet ensemble de projets à destination du jeune qui nous paraissait vraiment très important a été aussi utilisé pendant la consultation publique, puisque les jeunes ont créé leur propre vidéo pour attirer d'autres jeunes de la ville et du territoire à comprendre ce qu'était le PCAET et à décider, à voir comment ils pourraient agir. Donc, on a essayé de multiplier les différents publics à l'aide de ces 2 outils. Voilà, on peut dire que c'était le nouveau projet qui va se monter au lycée Jean Monnet est particulièrement intéressant parce qu'il va concerner beaucoup de jeunes qui ont envie que justement, comme le disait tout à l'heure notre intervenante, ont besoin, sentent qu'il faut agir rapidement dans l'urgence. Si je peux, j'ajouterais juste une chose, parce que j'ai vu passer une question où on nous pose la question de savoir à quelle jeunesse on s'est adressé. Est-ce que c'est la jeunesse d'Adès-Satiba ou la jeunesse du Rassemblement national? Et à ce titre-là, on a rencontré le département de la Charente parce que l'idée, c'est bien de sortir des clients de la Biocoop quand on parle de ce genre de questions et d'essayer d'aller voir un petit peu tous les territoires et tous les publics. Et donc, on a proposé au département de la Charente de voir s'il y avait possibilité de proposer en tant que formation d'animateur à la fresque et de proposer cette formation aux allocataires du RSA pour qu'ils soient nos premiers ambassadeurs quand il est nécessaire d'aller dans les cités où la question du réchauffement climatique, de la précarité énergétique, de la rénovation des logements va se poser automatiquement d'une façon bien différente que quand on est propriétaire de sa maison et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, cette idée-là, elle est présente depuis le début, puisque le combat contre le réchauffement climatique et surtout la possibilité d'adaptation, on l'a bien vu avec différents mouvements, elle ne se gagnera qu'à partir du moment où on sera capable d'impliquer un maximum de personnes. Merci Christophe. Donc avant d'ouvrir les questions-réponses qu'animera Alexandra, est-ce que tu peux conclure sur cette troisième question de comment vous avez restitué votre travail, qui était dense comme les autres, et surtout comment ça a été comment pris en compte par les élus ou pas? Alors, je ne sais pas si la question c'est, voilà, moi je veux bien faire cette conclusion-là. On est en plein dedans là maintenant, c'est-à-dire qu'on a eu 300 contributions, donc 85 faites par des jeunes sur un questionnaire particulier, 120 sur un questionnaire d'accueil, plus 85 sur des questionnaires thématiques qui portaient véritablement sur l'agriculture, la mobilité, tous ces sujets-là. Tout ça, ça s'est passé au mois de juin, juillet. Et après, il faut avouer qu'on n'a pas tout réussi et qu'on s'est retrouvé bien seul quand il a été le temps d'écrire les conclusions. On l'a fait avec Dany, Yvon et moi-même. On s'est répartis chacun deux thématiques avec le support de quelques personnes, mais très peu. Et c'est vraiment ce moment-là qui a creusé, à mon avis, et a travaillé. Comment, une fois qu'on a proposé d'entendre des choses sur le réchauffement climatique, on arrive à faire que les citoyens s'approprient les sujets et travaillent les documents. Donc, on a quand même remis 6 documents à la collectivité, un par thématique, ils font à peu près une trentaine de pages chacun. C'est nos commentaires sur les fiches actions. Et on a commencé un travail sur la première des thématiques, qui est la thématique de l'énergie, où on est inclus dans la commission développement durable, dans un groupe au sein de la commission développement durable de Grand Cognac, et où on a commencé à faire une restitution de notre travail. Et là, on a la grande surprise de voir que les citoyens ne sont pas forcément plus incompétents que les politiques, loin de là, surtout quand ils ont travaillé des sujets. Mais l'idée, c'est de ne pas rentrer en compétition avec les politiques, bien évidemment, mais de montrer que les citoyens ont à faire partie du suivi de ce conseil, de ce PCAET. On peut considérer qu'on a fait une belle publicité au sujet, qu'on a fait que beaucoup de personnes s'impliquent. Je pense que la réussite de tout ce qu'on a pu faire
elle se traduira par le fait que le conseil de développement sera impliqué dans le suivi du PCAET ou pas. Et c'est là où on verra si ce qu'on a fait a servi à quelque chose. D'accord. Ben, merci à tous les quatre. Alexandra, je te laisse la main pour le question-réponse. Oui, alors il y a juste pour l'instant une question, je pense, à laquelle on n'a pas encore répondu. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez le faire dans la fenêtre de conversation. Donc, je vois une question sur l'accès au diagnostic. Voilà, une personne nous partage aussi son expérience en disant que le conseil de développement avait eu du mal à avoir accès à ces diagnostics. Donc, est-ce que vous, dans les 3 expériences, vous avez eu accès à ces diagnostics? Alors, moi, je veux bien répondre à ça. On a eu accès au diagnostic qu'on a trouvé plus ou moins bien fait. On a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine une agence qui s'appelle l'AREC, l'Agence régionale pour les énergies et le climat. Et on peut voir aussi que des citoyens peuvent arriver avec des compétences très fortes et particulières. Et on s'est lancé dans un tas de projets de faire de la cartographie et de l'analyse de données qui peuvent par moment dépasser celles que la collectivité a pu faire. Et ce n'est pas pour être en concurrence, c'est juste pour montrer que quand il est temps de poser une expertise sur un territoire, les citoyens, avec leur expertise d'usage, peuvent apporter énormément à partir du moment où ça se fait en complémentarité des compétences qu'on peut avoir à l'intérieur de la collectivité. Et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place sur le territoire de Grand Cognac. Nous, si je continue, on a eu accès au diagnostic global puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, des membres du conseil de développement étaient au comité de pilotage. Donc, il y avait un groupe de travail qui épaulait, en fait, qui continue d'ailleurs, puisque le groupe de travail est toujours sur pied, mais qui épaule en fait les personnes membres qui font partie du comité de pilotage. Et on fait tout un travail documentaire depuis le début sur les diagnostics. Par contre, là où ça change un peu par rapport à ce que tu disais, Christophe, c'est que nous, de notre côté, par exemple, on s'est retrouvé quand même bloqué, enfin pas bloqué, mais quand même à sec pour analyser ces diagnostics. On n'avait pas grand-chose finalement à rajouter, ça provenait d'un cabinet d'études, et honnêtement, je pense qu'on avait le même niveau que les élus qui travaillaient sur le sujet. On était véritablement, alors on comprenait, on essayait de faire ensemble, on essayait de travailler plus collégialement, mais pour autant, on n'a pas eu beaucoup de valeur ajoutée à ce niveau-là. C'était plutôt du travail documentaire, et ça nous est, voilà, ça c'est quand même quelque chose qui nous est pas apparu très simple à suivre. Alors, pour ce qui est de Saint-Nazaire, si je peux rebondir, nous, on avait également accès au diagnostic, mais on a choisi de ne pas l'utiliser parce que ce n'était pas notre angle. Notre angle, c'était de montrer des solutions. Donc, Oui. c'était une autre façon de voir les choses. Voilà. Oui, des initiatives, quoi. Des initiatives et des solutions qui existent et qui sont mises en œuvre. On a perdu Alexandre. Oui, j'avais quelque chose à ajouter quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu une suite au sujet parce qu'il y a un atelier citoyen sur la perception du changement climatique et que cet atelier-là, il est mené, alors moi je ne participe pas à cet atelier-là, mais j'ai des collègues qui le font au niveau du CD. Il se fait à l'échelle de plusieurs conseils de développement et notamment sur le sujet de la façade littorale. Donc là, c'est comment les habitants perçoivent, quelle est la perception des habitants du territoire et des changements à venir déjà constatés. C'est intéressant, ça retombe aussi un peu sur ce que disait Madame Lègue tout à l'heure, qui mentionnait que beaucoup de postures, je ne sais pas comment appeler ça, citoyennes notamment, sont par nature pas du tout objectives et reposent sur des perceptions qui sont très variables. Exactement. Et que si on n'a pas une bonne idée de ces perceptions, je pense qu'on peut passer à côté de pas mal de solutions ou de méthodes pour mieux réussir, mieux convaincre, mieux faire adhérer. Mmh. Voilà, petit mot de conclusion.
me suggère Alexandra, qui est la maîtresse du temps. Une petite conclusion de la part de nos intervenants. Alors moi, Rudy, allez, tu es toujours présent. Allez, très rapidement, on a quand même listé, on a fait un petit retour en interne sur les points négatifs, les points positifs. Et vraiment, sur les points positifs, c'était vraiment très intéressant. Nous, on doit revoir un petit peu la méthodologie sur les fiches actions. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça a convaincu, ça a rassuré les élus sur la démarche participative. Alors, bien sûr, on l'a fait simplement, mais par contre, derrière, ils ont changé leur fusil d'épaule sur la suite du plan climat. Et c'était plutôt agréable puisque ça leur a donné confiance pour ouvrir les vannes et puis dire bah, allez, venez, travaillez avec nous et on va voir ce que ça peut donner. Donc, ça, c'était très intéressant. OK. Merci. Pour Saint-Nazaire, oui. Pour Saint-Nazaire, donc je vous ai dit tout à l'heure que nous, on était partis d'une saisine où il s'agissait de réfléchir à comment agir. L'action qu'on a menée l'année dernière, c'était bien aller voir sur place des solutions. Et en fait, ce qu'on avait souhaité commencer à amorcer pour ce premier semestre de cette année, mais ça n'a pas pu se mettre en place à cause du Covid, c'était peut-être agir, c'est-à-dire proposer peut-être à des habitants enfin, moi, c'était une idée que j'avais et que j'avais proposée à l'époque, c'était d'aller, par exemple, dans une épicerie associative et d'y passer une demi-journée et de voir comment ça se passait. Vraiment rentrer dans le dur et devenir agissant, une demi-journée ou un couple d'heures. Voilà, mais ça n'a pas pu se faire. Je ne sais pas comment on fera pour l'avenir. Merci, Christine. Christophe? En conclusion, moi, je viens de passer dans le chat la vidéo que les jeunes ont faite, puisque je pense que c'est vraiment eux que j'aurais voulu montrer pendant cette conférence, parce que tout ça, c'est quand même aussi pour les prochaines générations qu'on essaye de le faire, essayer de réparer un peu ce qu'on n'a pas bien fait. J'aimerais dire que ce que j'ai pu comprendre au travers de toute cette expérience, c'est l'importance de la relation entre les différentes instances politiques, on va dire, la relation entre la région, les communautés d'agglomération, les départements, l'État. C'est l'affaire de tous et je pense que travailler et cette transversalité est véritablement fondamentale. Et puis, voilà, et puis peut-être une découverte qu'on a faite, c'est toutes ces solutions d'énergie partagée. Et on a la chance de voir apparaître sur le territoire de Grand Angoulême l'association Fabrique à Watt, qui donc une association citoyenne qui va permettre aux citoyens de s'engager, de mettre de leur épargne pour qu'on voit apparaître sur les toits des écoles ou ailleurs des panneaux solaires faits en partenariat avec les collectivités. Et je pense que ça, c'est une très bonne manière pour les citoyens de s'emparer de ces questions-là en créant des énergies renouvelables, mais surtout de l'énergie citoyenne. Merci, Christophe. Alors, je ne sais pas si Madame Lègle est toujours derrière son ordinateur, mais si elle pouvait reprendre la parole, avec Yves, on voudrait bien qu'elle nous fasse une sorte de méta-conclusion, qu'elle nous donne un peu le sentiment pour ses recherches, ou les recherches en général, d'intérêt de ce substrat citoyen que sont les conseils de développement, mais pas que. Alors, je ne sais pas si Madame Lègle, si je vous prends au débeauté, ou si vous êtes bien là. En fait, je ne vois pas si vous êtes là ou pas. Oui, je suis là. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai été très intéressée par tout ce que vous avez pu entreprendre. Effectivement, hein, on voit que les formes d'implication des citoyens sont diverses et variées. J'avoue que les formes où les jeunes peuvent s'exprimer à partir de vidéos, où on peut simuler les COP à partir du théâtre, hein, finalement, hein, ça avait été proposé par certains sociologues de mettre en scène finalement un petit peu les conférences des partis, sont autant d'exercices où on apprend à se connaître et à communiquer sur finalement ce qui compte, hein,
soit comme on envisage le devenir à la fois de ces modes de vie et des territoires, toutes ces initiatives, ces listes d'actions, on voit très bien là encore, il y a différentes formes et chemins de participation. Et je pense qu'il faut les laisser éclore. Là encore, il faut les accompagner, mais les laisser naître. Et effectivement, c'est très très bien ce que vous faites de mettre en ligne toutes ces productions citoyennes. Ça valorise le citoyen dans ses contributions. Donc, c'est aussi important de rendre lisible, de faire apparaître c'est que tout ce que vous avez, ces petits dépliants, ces contributions citoyennes, c'est effectivement extrêmement important. Et il reste après un petit peu à mailler ces initiatives et à les faire communiquer avec finalement les politiques d'urbanisme, les politiques d'habitat et les acteurs qui sont à la manœuvre au sein de ces politiques, et montrer comment, sur quelle base les deux peuvent se rencontrer. Voilà, c'est sur, par exemple, l'agencement des espaces publics et la lutte contre les îlots de chaleur. On a des points aussi qui sont extrêmement importants, puisque végétaliser, c'est aussi lutter contre les îlots de chaleur, mais c'est aussi permettre des usages, des milieux autres, des usages éducatifs des enfants à l'environnement, à la faune, à la flore. Voilà, ça passe par, j'insiste encore sur ces éléments à la fois objectifs, de recréation, par exemple, de pistes d'adaptation au changement climatique, mais ça doit donner envie, c'est ça que je veux dire. Ça doit, le citoyen, il a aussi besoin de s'y retrouver dans les usages qu'on lui offre. Voilà, je suis assez contre l'écologie punitive, ça vous vous en doutez. Donc, il faut que dirons-nous, c'est pourquoi ces actions doivent, à la fois citoyennes et venant de la collectivité, doivent se faire dans une possibilité de changement de mode de vie, mais qui soit bien évidemment en phase avec l'adhésion un peu dans l'ouverture de champ des possibles et dans finalement l'engouement de certaines possibilités d'agir. Je pense que cet esprit-là de la transition est aussi extrêmement important. Ça répond à la première question qui m'avait été formulée, de ne pas voir l'adaptation, l'atténuation au climat comme une contrainte, vous voyez, mais comme une possibilité de redonner sa place à tous les acteurs, finalement, je dirais, de la société. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important à faire apparaître, et tous les éléments méthodologiques et d'outils de participation que vous avez mis en place, je pense que ça rencontre bien cet esprit qui est extrêmement important à garder Merci. en tête. Créer l'adhésion, les conditions de l'envie. Bon, merci à tous. Je laisse à Yves le soin de conclure ce formidable webinaire et remercier Alexandra au passage. Juste deux mots pour ajouter. Alors, tout a été dit pour aujourd'hui. Je voudrais ajouter mes remerciements à nos intervenants de Conseil de développement pour le temps qu'ils ont passé à préparer cette réunion et puis pour cet échange, à tous les participants et à Madame Lècle également. Merci beaucoup pour ces riches moments d'échange. Donc, nous allons, comme je le disais en introduction, nous allons donc démarrer demain le projet de partenariat interterritorial là, sur la question de comment on peut faire justement pour accélérer ce maillage des territoires depuis les élus jusqu'aux citoyens, en passant par tous les échelons intermédiaires de la société civile et tous les acteurs, pour accélérer la mise en œuvre des politiques publiques, et généralement du changement et des transitions.